Et nous avons échangé avec la Chine, travaillé avec la Chine pendant plus de 1000 ans, et elle ne nous a jamais colonisés. Comme l'a dit l'ancien Premier ministre Mahathir, dès que les Européens sont arrivés, d'abord les Portugais, ils nous ont colonisés, puis les Néerlandais, puis les Britanniques. Voilà donc l'histoire de la colonisation occidentale et la vision du reste du monde. La Chine était une superpuissance à cette époque. Pendant plus de 1000 ans, il n'y a pas eu de colonisation induscriée. Bonjour à tous. Je suis Pascal de Neutrality Studies et aujourd'hui, nous sommes le 30 décembre ici au Japon, ce qui signifie qu'au moment où vous regardez cette vidéo, la Malaisie a probablement déjà pris la présidence de l'ASEAN, car en 2025, Kuala Lumpur présidera les affaires de l'ASEAN. Pour en discuter, je suis rejoint aujourd'hui par Bun Nagara. Bun est consultant en géostratégie et directeur et chercheur principal de l'Institut de recherche stratégique Renaissance. Il est basé en Malaisie. Depuis plus de 4 décennies, il est un journaliste primé à l'international et un analyste géopolitique. Alors Bun, merci beaucoup de me rejoindre aujourd'hui. Merci. Je veux discuter de la présidence de la Malaisie au sein de l'ASEAN avec vous. Pouvez-vous peut-être nous parler un peu des problèmes ou des priorités actuelles de la politique étrangère de la Malaisie et comment vous pensez que la Malaisie dirigera ou orientera l'ASEAN au cours de l'année prochaine? Eh bien, tout d'abord, concernant la présidence de l'ASEAN, qui a lieu chaque année, les 10 pays membres de l'ASEAN se relaient pour présider l'organisation. À un certain niveau, c'est une formalité. Essentiellement, la présidence signifie s'occuper de la logistique, organiser les réunions de l'ASEAN et d'autres affaires relatives à l'organisation. Mais cette année, ou du moins l'année prochaine, qui est 2025, la Malaisie est déterminée à faire la différence en s'attaquant réellement aux questions importantes de l'ASEAN et en réalisant quelque chose de notable au cours de cette année. C'est un peu un défi, car peu de choses peuvent être faites en 10 à 12 mois et sembler réussies. Quant à la politique étrangère malaisienne, elle est remarquablement cohérente au fil des ans et des décennies. Si vous y regardez de près, quel que soit le Premier ministre et quel que soit le parti au pouvoir, la politique étrangère en Malaisie est cohérente au fil des ans. Et c'est essentiellement une position non alignée et aussi de neutralité. La Malaisie a d'abord obtenu son indépendance en 1957 de la Grande-Bretagne, puis la Malaisie a été formée en 1963 avec Singapour et les 2 États de Bornéo, Sabah et Sarawak. Même si la Malaisie a officiellement adhéré au mouvement des non-alignés seulement en 1970-71, plus d'une décennie après l'indépendance, la position est cohérente. Avant son adhésion formelle au mouvement des non-alignés, la Malaisie étaient non-alignées de manière non officielle ou de facto non alignées. Donc, ce n'est pas seulement par l'adhésion au mouvement des non-alignés qu'un pays devient officiellement non-aligné. Je veux dire en termes non officiels peut-être, mais l'alignement informel et de facto et la neutralité, quelle que soit la manière dont vous le trouvez, ont toujours été la politique étrangère de la Malaisie. La Malaisie m'intéresse vraiment parce que le champion de la non-alignement au sein de l'ASEAN est l'Indonésie. La Malaisie est celle qui a réellement introduit le concept de neutralité dans l'ASEAN, qu'elle a proposé et réussi à inscrire dans le ZOPFAN, la zone de paix, de liberté et de neutralité. C'était une initiative malaisienne. Et il y a toujours eu une tension avec l'Indonésie, parce que l'Indonésie avait l'autre concept, la non-alignement. Y a-t-il encore une tension aujourd'hui à propos de cette affaire?
Pas vraiment. Il n'y a vraiment aucune différence concevable entre la non-alignement et la neutralité malaisienne, car il est vrai que l'Indonésie était un phare du mouvement des non-alignés avec l'ancien président Sukarno. Les différences entre l'Indonésie et la Malaisie concernaient en fait la formation de la Malaisie elle-même. C'est une question bilatérale, principalement enracinée dans la présidence de Sukarno au début des années 1960. Donc, c'est essentiellement terminé. En termes d'affaires extérieures, surtout au sein de l'ASEAN et à travers le prisme de l'ASEAN, il n'y a pas de différence entre l'Indonésie et la Malaisie. Les deux sont ensemble dans la non-alignement ou la neutralité. En fait, les deux pays sont les pays leaders en Asie du Sud-Est et au sein de l'ASEAN en termes d'opposition à AUKUS lorsqu'il a été proposé il y a quelques années. Et ils le sont toujours. Et c'est vraiment intéressant. Vous avez dit au début que la présidence est une formalité. D'une part, oui, bien sûr. Mais d'autre part, le président a généralement la possibilité de définir certains points à l'ordre du jour. Et nous avons vu cette année, 2024, à quel point cela a été important pour les BRICS, n'est-ce pas? Comment la présidence russe a vraiment fait avancer l'agenda des BRICS de manière significative. Attendez-vous à une poussée similaire de la part de la Malaisie? Parce que la Malaisie a également demandé à devenir membre des BRICS. Il se passe donc beaucoup de choses dans les affaires de l'ASEAN en ce moment, dans la manière dont elle essaie de se rapporter à d'autres pays du Sud global. Eh bien, au moins 4 pays de l'ASEAN ont été connus pour avoir postulé à BRICS ou montré qu'ils voulaient être membres de BRICS. Ces 4 pays, dont la Malaisie et l'Indonésie, avec les autres étant le Vietnam et la Thaïlande, ont été ou vont être admis en tant que pays partenaires de BRICS officiellement à partir du 1er janvier de l'année prochaine. Dans le cas de la Malaisie, il n'y a aucune hésitation à devenir un membre à part entière de BRICS. Mais en même temps, je peux comprendre pourquoi ce nouveau statut de pays partenaire ou membre associé a été créé récemment depuis le sommet de Kazan. Car vous savez, l'Arabie saoudite a eu des doutes sur le fait de rejoindre immédiatement. Donc, pour éviter de telles difficultés d'incertitude, cette nouvelle catégorie de membres partenaires, pays partenaires de BRICS, a été créée. Mais la Malaisie reste très désireuse, et non seulement désireuse, mais aussi très enthousiaste à l'idée de devenir un membre à part entière de BRICS, et espère y parvenir dès que possible. Et votre ministre du Commerce ou ministre de l'Économie, Tengku Zafrulaziz, a récemment écrit et publié un article dans l'un des quotidiens intitulé « Pourquoi la neutralité de l'ASEAN est notre plus grand atout dans un monde divisé ». Il présente l'ensemble de l'ASEAN, qui compte 10 membres, bientôt 11 avec l'ajout probable du Timor oriental, comme un bloc essentiellement neutre. Pensez-vous que c'est quelque chose que seule la Malaisie essaie de représenter, ou est-ce une manière générale dont l'ASEAN essaiera de se positionner au-delà de la Malaisie et de l'Indonésie? Eh bien, il est implicitement compris que non seulement l'ASEAN, mais aussi les BRICS sont des pays neutres ou non alignés. Les 10 membres de l'ASEAN sont en fait membres du mouvement des non-alignés et le 11e, comme vous l'avez mentionné, le Timor-Leste, qui va devenir le plus récent et je pense le dernier membre de l'ASEAN, est déjà devenu membre du mouvement des non-alignés. Ainsi, l'ASEAN a toujours été considérée comme une région et une association non alignées, tandis que la compréhension, je pense au niveau international, est que les BRICS sont également non alignés, même si cela est rarement dit ou exprimé en tant que tel. Dans le cas de Tengku Zafrul, il a mentionné cela en particulier en raison de la convergence de 3 développements. Premièrement, la montée des tensions entre les États-Unis et la Chine.
Deuxièmement, l'arrivée de l'administration Trump avec beaucoup d'incertitudes concernant ses politiques internationales. Et troisièmement, parce que la Malaisie sera le président de l'ASEAN pour 2025. Donc, pour souligner le fait que ni l'ASEAN ni les BRICS, comme il le comprend correctement, je crois ne vont être anti-ci ou pro-cela en termes géopolitiques globaux. Il souligne en fait le fait que nous sommes neutres. Nous ne sommes contre personne. Et nous voulons voir du commerce et des relations internationales saines avec tout le monde. Et cela a été le cas de la Malaisie, en particulier, depuis toujours. Il y a quelques écueils ici. Bien que la Malaisie et l'Indonésie n'aient pas de base militaire et n'aient pas d'accord militaire, certains membres de l'ASEAN en ont, comme Singapour et les Philippines. Maintenant, ces deux membres, je veux dire Singapour dans une moindre mesure, mais les Philippines, très fortement, se sont récemment rapprochés des États-Unis, également militairement, avec de nouveaux accords militaires. Comment l'ASEAN va-t-elle, ou comment la Malaisie va-t-elle, équilibrer ce désir d'être une zone neutre pour la paix, la liberté et la neutralité, avec la réalité que certains membres ont en fait des relations militaires avec l'une ou l'autre grande puissance, avant tout avec les États-Unis. Il n'y a pas de base chinoise, etc. Nulle part. Eh bien, vous voyez, au sein de la communauté de l'ASEAN, il y a une compréhension et une acceptation que chaque pays a ses propres politiques. Cela fait partie de leur souveraineté. Ce n'est pas comme l'UMNOR, où ils ont une politique étrangère commune ou d'autres politiques communes. Il y a donc une certaine flexibilité. Maintenant, il est également compris, tant aux Philippines qu'à l'international, que la position actuelle des Philippines par rapport aux forces militaires américaines est en fait celle de la présidence actuelle. Cela peut ne pas continuer avec les futures présidences, et chaque président a cette marge de manœuvre pour réellement affirmer les politiques du pays comme son administration le juge approprié, et aussi comment il interprète la non-alignement. C'est donc en fait une sorte de marge d'interprétation qui est permise et acceptée au sein de l'ASEAN, où chaque pays, au sein de chaque gouvernement de chaque pays, a cette capacité d'interpréter sa position pour le moment tel qu'il est actuellement. Donc, cela va être flexible. Et l'autre problème, bien sûr, est qu'il y a une guerre civile en cours dans l'un des pays de l'ASEAN, le Myanmar. Et cette guerre civile, selon un collègue thaïlandais que j'ai eu sur cette chaîne, est très fortement influencée par des forces extérieures, y compris la Chine et les États-Unis, des acteurs étrangers qui travaillent également et livrent des armes. Non, non, il n'y a pas de guerre civile en Malaisie. Désolé, Myanmar. Ai-je dit Malaisie? Je voulais dire Myanmar. Je voulais dire Myanmar. Désolé, je voulais dire Myanmar. Comment pensez-vous que l'ASEAN, sous la présidence de la Malaisie, abordera la guerre civile au Myanmar? Eh bien, je m'attends à ce qu'un changement arrive au Myanmar, en particulier en termes de changement de gouvernement. Ce n'est donc qu'une question de temps. C'est mon point de vue personnel, et je pense qu'il est partagé par beaucoup d'autres dans cette région également. La junte militaire actuellement au pouvoir au Myanmar ne va pas durer. Donc en ce qui concerne de nombreux pays de l'ASEAN, et je crois probablement la Malaisie aussi, ils considèrent ce changement comme une affaire interne du pays. Nous observons de près, et l'essentiel est vraiment de garder les canaux ouverts avec toutes les parties. Nous ne voulons pas antagoniser qui que ce soit, ni soutenir quelqu'un en particulier contre les autres dans leur guerre civile. C'est leur affaire. Nous espérons donc tous que cela ne débordera pas les frontières vers les pays voisins. En même temps, je pense que tout le monde dans l'ASEAN veut voir ces combats se terminer le plus rapidement possible avec une solution juste et pacifique.
Et pensez-vous que pour y parvenir, il sera important d'avoir également des dialogues de paix avec la Chine, et peut-être aussi d'intégrer l'Inde en tant que voisin dans la région pour y parvenir? Ou cela sera-t-il géré uniquement par le Myanmar et l'ASEAN? Eh bien, la position de l'ASEAN a toujours été, tout d'abord, de ne pas interférer dans les affaires internes des nations souveraines individuelles. Mais en même temps, elle est prête à aider chaque fois et partout où les autorités de ce pays le demandent. Et cela a été constant. Cela s'est déjà produit avec le Cambodge. L'ASEAN, et la Malaisie en particulier, a été plutôt généreuse en aidant de toutes les manières possibles, en termes d'aide humanitaire, de formation du personnel administratif, d'équipement et de toutes autres manières. Ainsi, le résultat final est d'essayer d'atteindre la paix dans toute la région, car tout type de conflit au sein de la région est malsain pour la région dans son ensemble. Cela peut se propager de nombreuses manières. En termes de commerce ou de diplomatie, l'instabilité est hautement contagieuse et nous l'avons vu dans notre histoire. Donc, dans le cas de la Malaisie, l'idée a été de prospérer son voisin. Plutôt que de voir votre voisin souffrir ou devenir pauvre, nous essayons de développer les pays voisins. C'est une sorte de ce que vous pourriez appeler un intérêt personnel éclairé, en ce sens que vous créez des marchés pour vous-même lorsque votre voisin est capable d'importer vos produits. Donc je pense que si cela était pratiqué dans le monde entier à l'international, les pays individuels aideraient d'autres pays individuels de manière très positive, sans contribuer au conflit. En effet, c'est une manière très positive de voir les relations internationales. Mais l'un des problèmes éternels que rencontrent surtout les pays neutres, officiellement ou officieusement, est qu'ils subissent généralement beaucoup de pression des deux côtés. Vous attendez-vous à ce que la pression des États-Unis sur la Malaisie et l'ASEAN augmente sous la présidence de Donald Trump, qui va bientôt commencer? Eh bien, je pense que l'histoire est très instructive dans ce cas, car nous avons traversé la guerre froide dans cette région. À proprement parler, l'Asie du Sud-Est et l'ASEAN n'ont pas été impliqués dans la guerre froide. Nous avons essayé de nous en éloigner et nous avons vu la guerre du Vietnam. Nous étions très proches de cela avant que le Vietnam ne devienne membre de l'ASEAN et nous avons survécu à tout cela. Donc je pense qu'aujourd'hui, bien que les pressions soient grandes, croissantes et indésirables, ce n'est pas autant qu'avant. Nous avons tout vu au cours des dernières générations et nous avons survécu à cela. Pouvez-vous expliquer pourquoi l'ASEAN semble maintenant plus désireuse d'être neutre, alors qu'en Europe, deux pays anciennement neutres, la Finlande et la Suède, ont renoncé à leur neutralité et ont rejoint l'OTAN et semblent en être très satisfaits? Eh bien, chaque pays et région aurait ses propres priorités. Et dans le cas de l'ASEAN, peut-être d'autres sous-régions et régions également. Le fait que d'autres régions, comme vous l'avez mentionné, comme en Europe, soient devenues moins neutres et s'éloignent de la neutralité, devient un facteur de motivation pour d'autres régions à devenir neutres, pour essayer de compenser cela. Parce que l'absence de neutralité peut créer une polarisation de plus en plus grande, ce qui est malsain pour tout le monde. Donc, plus nous voyons d'autres personnes devenir plus partisanes, plus nous trouvons de raisons en nous-mêmes de devenir plus neutres. C'est pour le bien de tous. Je suis très heureux de l'entendre. Et cela signifie que le drapeau de la neutralité sera porté par l'Asie du Sud-Est. Maintenant, pensez-vous que ça soit également vrai pour le voisin immédiat de l'ASEAN, l'Inde? Attendez-vous une bonne coopération avec l'Inde sur cet aspect particulier des relations internationales?
Je pense qu'il est très clair que l'Inde est et reste un pilier du mouvement des non-alignés. Elle ne prend parti pour personne dans une situation de guerre froide. Elle ne prend pas parti pour les États-Unis ou la Chine actuellement. Et je pense que le ministre des Affaires étrangères de l'Inde, Jaishankar, a été très éloquent en exprimant la position de l'Inde. Ainsi, ni la Chine, ni les États-Unis, ni aucune autre grande puissance n'est particulièrement satisfaite de la position de l'Inde de manière exhaustive. Et si tout le monde n'est pas entièrement satisfait de votre position, cela signifie que vous êtes en voie d'atteindre une grande neutralité et indépendance en tant que nation souveraine. Donc, je pense que tous les pays aspirent en fait à être non alignés ou neutres. C'est juste que les pressions sur leur chemin empêchent parfois cela. Et même les grandes puissances, les petites puissances, les puissances moyennes, elles devraient avoir la prérogative d'être non alignées et neutres, car cela est bénéfique pour la communauté internationale en termes de paix. Maintenant, certains de mes collègues européens vous diraient qu'il est immoral d'être neutre dans un cas comme la guerre en Ukraine, car il est clair que la victime, l'Ukraine, a été attaquée par l'agresseur, la Russie, et que toute la communauté mondiale devrait se tenir ensemble et s'opposer à la Russie. Par conséquent, vous ne devriez pas être neutre. Comment voyez-vous ce genre d'argument en Malaisie et au sein de l'ASEAN? Eh bien, à mon avis, et je pense probablement dans la perspective nationale et régionale plus large également, vous n'essayez pas de résoudre un conflit en jetant de l'huile sur le feu. Vous ne pouvez pas réellement rendre une situation moins tendue en prenant parti pour un camp, car cela augmente la tension. Et comme Jaishankar l'a également dit, si je puis le citer, le problème avec l'Europe, c'est qu'elle voit ses propres problèmes comme les pires problèmes. Oui, mais elle ne voit pas les pires problèmes comme ses propres problèmes. C'est toujours à sens unique. C'est le problème. Ils voient la neutralité comme immorale, pour citer le mot, seulement quand cela leur convient. Donc c'est vraiment une position très partisane, biaisée par nature, et donc hautement déstabilisante pour le monde, parce que chaque pays a le droit de le voir à sa manière. Et si chaque pays le voit ainsi, alors il s'attend et désire que le reste du monde soit de son côté. Et alors nous aurons des conflits sans fin. En fin de compte, rien n'est solvable. Cela me semble très raisonnable. Et je dis cela à beaucoup de mes amis et collègues européens depuis longtemps. Mais pour une raison quelconque, cela ne prend pas. Pour une raison quelconque, il semble que l'Europe soit à nouveau très prise dans sa pensée binaire. Qu'est-ce qu'il y a dans l'ASEAN qui conduit à cette compréhension naturelle de la gestion des conflits, de la manière que vous venez de décrire? Eh bien, il peut y avoir plusieurs raisons. L'une d'elles pourrait être que aucun pays de l'ASEAN n'est assez grand ou puissant pour être un pays impérialiste, ni dans son histoire, ni actuellement, ni même dans un avenir prévisible. Alors que les pays européens viennent d'une tradition d'impérialisme. Ils ont été des maîtres coloniaux auparavant, donc ils le voient en termes de noir et blanc parce qu'ils veulent que tout corresponde à leurs propres intérêts nationaux. Apparemment, ils n'ont ni le temps ni l'espace pour les différences d'opinion et de vues des autres pays. Et c'est là le problème. Avez-vous peur que, d'autre part, la Chine puisse représenter une menace militaire pour l'ASEAN? Parce que c'est quelque chose que les États-Unis répètent sans cesse. Et les États-Unis veulent créer l'AUKUS, veulent créer une dissuasion, et veulent être un grand rempart de forces militaires contre la Chine. L'ASEAN a-t-elle peur de la Chine? Cela dépend de chaque pays de l'ASEAN, donc je ne peux pas parler pour les autres. Mais d'après ce que je comprends, dans le cas de la Malaisie, non.
La Malaisie n'a pas peur de la Chine, parce que sous diverses formes, vous savez, la Malaisie, avant cela la Malaya, avant cela la Malaya britannique, et puis nous avions les sultanats malais souverains individuels remontant à des siècles. Commerce avec la Chine, travaille avec la Chine depuis plus de 1000 ans, et elle ne nous a jamais colonisés. Comme l'a dit l'ancien Premier ministre Mahathir, dès que les Européens sont arrivés, d'abord les Portugais, ils nous ont colonisés, puis les Néerlandais, puis les Britanniques. C'est donc l'histoire de la colonisation occidentale et la vision du reste du monde. La Chine était une superpuissance à cette époque. Pendant plus de 1000 ans, il n'y a pas eu de colonisation de notre région. Nous avons donc cette histoire et cette compréhension. Ce que nous voyons aujourd'hui entre les États-Unis et la Chine, c'est que les positions de la Chine, même si vous regardez les types d'armes militaires qu'elle a acquises dans la région, et c'est un pays en croissance, croissant de plusieurs manières, y compris militairement, ce qui est logique pour tout pays, et vous regardez les types d'armes ou de systèmes de défense qu'il possède, c'est vraiment de nature défensive. Ma compréhension de la mer de Chine méridionale, que j'ai étudiée depuis plusieurs années maintenant, est que les positions prises dans la mer de Chine méridionale sont essentiellement défensives. Ce que beaucoup de gens ne comprennent pas à propos de la mer de Chine méridionale, c'est que les revendications territoriales les plus vastes, les plus larges, ne sont pas faites par la République populaire de Chine, mais par Taïwan. Les revendications de la Chine proprement dite remontent aux années 1940, lorsque le gouvernement nationaliste sous le parti Kuomintang était en charge de la Chine continentale. Mais ils ont perdu la guerre en 1949. Avant la guerre civile, ils avaient des cartes revendiquant officiellement la mer de Chine méridionale, qui reste aujourd'hui dans leur vaste étendue. C'était sous ce qu'ils appellent la ligne des 11 traits. Lorsque la République populaire de Chine a été formée en 1949, cette revendication expansive a été en fait réduite par la Chine continentale lorsqu'ils ont conclu un accord avec le Vietnam pour supprimer certaines parties de leurs revendications dans la région du golfe du Tonkin, près du Vietnam. Et aujourd'hui, la République populaire de Chine a des revendications basées sur la ligne en 9 traits, tandis que Taïwan a des revendications basées sur la ligne en 11 traits. Même ainsi, les revendications de la République populaire de Chine ou de la Chine continentale ne couvrent pas les eaux internationales entre les îles, les rochers et les récifs de la mer de Chine méridionale. Elles concernent uniquement ces formations ou caractéristiques particulières. Dans le cas de Taïwan et de plusieurs autres également, ce sont les eaux, y compris les eaux internationales. Donc, il y a certaines de ces caractéristiques et faits que beaucoup de gens ne comprennent pas, à moins de les étudier en détail. Quel rôle pensez-vous que le Japon joue ou pourrait jouer en 2025 et au-delà dans ses interactions avec la région? Parce que d'une part, il est un allié fidèle des États-Unis. D'autre part, le Japon est également très respecté, je pense, dans la région en tant qu'acteur responsable. Comment percevez-vous le Japon? Eh bien, la position du Japon est assez cohérente, car quel que soit le Premier ministre, le consensus dominant au Japon reste le même. C'est en grande partie un système politique dominé par le Parti libéral-démocrate, ou PLD, qui a des politiques inchangées au fil des décennies. Ils resteront donc un allié des États-Unis. Malheureusement, ils auront toujours des différends historiques avec la Chine, après l'invasion, l'occupation, le massacre de Nankin, etc. Les massacres de personnes en Chine. Les difficultés remontant à l'histoire persisteront, tout comme elles persistent entre la Corée et le Japon. La Corée du Sud aujourd'hui et la Corée du Nord ont essentiellement des souvenirs très amers de la guerre avec le Japon. Donc, je pense que le problème là-bas est en fait plus grand
que la relation entre le Japon et la Chine. Mais comme la Chine est un pays plus grand, l'attention s'est concentrée entre le Japon et la Chine. Il est donc peu probable que cela change au fil des ans. Mais je pense qu'au lieu d'accroître les tensions en soulignant les divisions, des groupes comme l'ASEAN préféreraient chercher les solutions faciles, encourager la coopération, notamment par le commerce, et voir comment les investissements peuvent évoluer. En fait, pendant de nombreuses années, le Japon a été un investisseur majeur en Chine continentale. Par conséquent, on peut dire que le Japon est un investisseur majeur dans l'essor de la Chine. Donc, jusqu'aux récentes tensions et différences entre les États-Unis et la Chine continentale, cela se poursuivait. C'est peut-être l'une des raisons de la montée des tensions, car l'Asie de l'Est se rapproche. Et économiquement, cela pose essentiellement un défi aux États-Unis en particulier. Oui, donc ma question était de savoir, si vous pensez que dans ce contexte, vous vous attendez à ce que le Japon joue un rôle plus constructif avec l'ASEAN, ou est-ce quelque chose qui vous inquiète davantage quant à la manière dont l'ASEAN peut interagir pour stabiliser la région? L'ASEAN a toujours eu de bonnes relations avec le Japon, bien que le Japon ait également été un colonisateur de notre région. Mais le Japon d'après-guerre a essayé de faire des réparations, des compensations, et ainsi de suite. L'idée est que l'ASEAN a toujours cherché à aller vers un avenir plus positif, plutôt que de revenir à un passé négatif. Donc dans cette perspective, je pense que le Japon et l'ASEAN continueront à bien travailler ensemble. Nous aimerions également bien travailler avec tout le monde, y compris l'Occident et les États-Unis. Car je pense qu'une fois que vous mettez en place une quelconque barrière, cela ne sera bon pour personne. L'idée est de se concentrer sur l'économie, des relations économiques saines, la croissance, l'investissement et le commerce, et de le faire avec tout le monde, sans créer de barrières artificielles par des sanctions et des tarifs plus élevés, inutilement, et toutes les choses négatives. Peut-être une dernière question que je voudrais vous poser est que nous avons vu cette année, 2023, de grands changements dans la manière dont la Corée du Nord interagit avec ses voisins. Kim Jong-un a en quelque sorte renoncé aux revendications sur le Sud, et il y a maintenant un traité de sécurité nord-coréen-russe en vigueur. C'est aussi quelque chose de nouveau. C'était quelque chose de surprenant. Prévoyez-vous plus d'interactions entre l'ASEAN et la Corée du Nord à l'avenir, et avec les Coréens en général, ou les choses vont-elles rester relativement isolées comme elles le sont actuellement? Je m'attendrais à ce que l'ASEAN préfère que la tension entre la Corée du Nord et la Corée du Sud s'apaise et disparaisse complètement. Peut-être même qu'il y ait une réunification de la péninsule, comme l'Allemagne l'a fait entre l'Est et l'Ouest. Mais cette récente alliance ou amitié ou coopération entre la Corée du Nord et la Russie, je pense, est une réaction à ce que l'Occident fait à la Russie à travers l'Ukraine, et aussi une situation qui est limitée ainsi que de courte durée. C'est probablement un phénomène passager et une réaction à ce qui se passe en Europe. Sinon, je pense que la Russie ne chercherait aucune forme d'assistance de la part de la Corée du Nord ou de quiconque d'autre. Donc je pense que nous, en ASEAN, en Asie du Sud-Est, sommes suffisamment bien isolés de toute retombée qui pourrait en découler. Mais, vous savez, ce n'est pas quelque chose de très préoccupant. L'année dernière, nous avons vu, de manière très intéressante, que lorsque la Russie a essayé ou a modifié sa politique envers la Corée du Nord, Vladimir Poutine a d'abord visité Pyongyang, puis il s'est rendu à Hanoï, où il a fait toutes les annonces majeures. Pourquoi pensez-vous que la Russie semble vouloir interagir également avec le Vietnam et de nombreuses parties de l'ASEAN,
tout en s'engageant essentiellement dans la politique européenne. while doing essentially European politics. Eh bien, dans le cas précis entre la Russie et le Vietnam, il est, je pense, de bon sens et tout à fait logique de s'attendre à ce qu'en essayant d'élargir et d'améliorer ses relations internationales, Moscou cherche à revenir à ses relations étroites d'autrefois avec le Vietnam, lorsque la Russie était l'Union soviétique. Donc essayer de raviver ce type de relation et de la développer, ainsi que de développer d'autres domaines. Et à un niveau plus large, la Russie d'aujourd'hui cherche naturellement à développer des relations plus étroites et meilleures avec l'Asie de l'Est, à la fois l'Asie du Nord-Est et l'Asie du Sud-Est. Car, très franchement, je pense que Moscou en a assez de l'Occident. Elle a essayé très très fort. Comme vous le savez, après la guerre froide, elle a même essayé de demander l'adhésion à l'OTAN pour tenter d'avoir de meilleures relations avec l'Occident, y compris l'Europe en particulier. Mais elle a été rejetée. Je pense donc que l'Europe a perdu sa chance là-bas, les États-Unis aussi. Cela pourrait être une région plus pacifique, une Europe plus pacifique, avec la Russie, vous savez, des relations saines partout, ce qui peut prendre du temps à se développer, mais au moins il y avait un début à cela. Mais c'est fini maintenant. La Russie cherche donc à établir de meilleures relations vers l'Est. Elle essaie de regarder vers l'Est. L'Inde fait de même. Et de nombreux autres pays, y compris, je pense, la Malaisie, au début des années 1981-82, essayaient déjà de regarder vers l'Est, en fait vers le Nord-Est, vers le Japon et la Corée du Sud, en essayant de s'industrialiser et de développer leurs économies. Donc je pense que différents pays regardent vers l'Est, principalement parce que l'Asie de l'Est est le centre de notre croissance économique mondiale. Maintenant, même à travers de nombreux défis, le centre du dynamisme économique mondial est toujours l'Asie de l'Est. Alors, globalement pour 2025, pour l'ASEAN, pour l'Asie du Sud-Est, vous semblez très optimiste. Est-ce exact? Is that about right? Oui, je pense qu'il n'y a pas de grande raison de s'inquiéter, et il est toujours bon de s'appuyer sur les aspects positifs. Nous avons suffisamment de fondamentaux solides sur le plan économique pour nous appuyer là-dessus. Et l'ASEAN en particulier a un très bon bilan en matière de développement de la diplomatie avec tout le monde. Donc je pense que nous devons nous appuyer sur nos forces et vous savez, ne pas nous laisser trop submerger par le côté négatif des choses. Parce qu'une fois que vous commencez à prendre parti, c'est le début de la fin, car vous n'êtes plus neutre, ou ne semblez plus être juste ou agir équitablement. Quand cela se produit, les choses se dégradent et empirent. Et vous savez, il doit y avoir un moment où les gens disent « D'accord, vous savez, nous avons nos différences, mais construisons sur les aspects positifs. » Et c'est ce que fait l'ASEAN grâce au leadership de la Malaisie. Bonne, je suis très heureux que nous terminions l'année sur des études de neutralité, avec une perspective aussi optimiste et neutre sur l'avenir. Où les gens peuvent-ils lire plus de vous, Boon? J'ai une chronique bimensuelle dans le journal Sun Daily de Malaisie. J'écris aussi occasionnellement pour le South China Morning Post et certaines publications à Singapour et en Chine. Beaucoup de ces articles sont disponibles en ligne, donc je pourrais peut-être vous en informer plus tard. Oui, s'il vous plaît, faites-le moi savoir. Envoyez-moi les liens. Je les mettrai dans la description de cette vidéo. Boon Nagara, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Merci.